Tout pour investir, le déchiffrage. Mathias Bassino, Gustave Sanden, bonjour, merci d'être avec nous. Donc retour de la volatilité, on sort d'une fin de semaine un petit peu compliquée sur les marchés avec un Donald Trump qui voulait taxer les produits européens à 50% et ce dès dans quelques jours, là, le 1er du mois. Et puis là on bénéficie d'un petit peu plus d'un mois de délai pour discuter, un ton qui s'est nettement apaisé. On passe de l'Europe qui est née pour screw us up, pour nous entuber, à un ton beaucoup plus apaisé. Avec, j'ai eu un coup de téléphone avec Ursula von der Leyen. C'était my privilege de lui accorder un délai. Il l'explique comme ça. Honnêtement, on est toujours dans un flou total, Mathias Bassino. Ça dépend de son humeur au réveil, quoi, finalement. Alors, la semaine dernière, on s'est rendu compte, je pense, à un moment donné, que Donald Trump s'est retrouvé un peu coincé entre la Fed et Moody's, pour simplifier. C'est-à-dire qu'on avait un Donald Trump qui avait la volonté d'être très offensif sur le rétablissement de relations commerciales différentes avec le reste du monde, qui fait prendre un risque à l'économie américaine, un risque de récession, et qui, pour limiter le risque de voir l'économie américaine partir en récession, a besoin que les taux baissent via la Fed. Et Moody's et la Fed, Moody's en dégradant, la Fed en refusant de baisser, l'ont mis sous pression. Et en général, quand Donald Trump est sous pression, il faut relire son livre, The Art of the Deal. Je ne sais pas si c'est un art, mais en tout cas, quand il est sous pression, en général, il sort une énormité. Oui. Et donc la semaine dernière, quand on essayait de deviner quelle serait cette énormité, c'est tombé sur l'Europe. Ça a été ces fameux 50% sur l'Europe qui ont occupé beaucoup de place vendredi. Fait baisser la pression sur lui, sur la partie taux, parce que je rappelle qu'il est quand même dans une immense difficulté de limiter le coût de la dette américaine qui a explosé. Donc il a fait cette foucade, comme on dit. Maintenant, évidemment, avant l'ouverture des marchés ce matin, il l'a annulé ou suspendu. Ouais. Donc l'enjeu est toujours le même. On va en voir de la volatilité, forcément. Je veux dire, on a Apple qui est sous pression énorme de 25% de droits de douane. On a Nvidia qui publie mercredi avec une grosse incertitude sur quel a été l'impact sur les résultats d'Nvidia de ce qui s'est passé ces derniers mois, entre autres les restrictions à l'export. Donc, on va avoir de la volatilité. Il est certain que Donald Trump peut en faire d'autres, encore, parce que c'est une négociation qui va durer encore un peu. On sait qu'on a des dates, début juillet, et un peu plus loin. Donc, pendant quelques temps, on va probablement avoir cette volatilité. D'ailleurs, l'or est remonté. Ma grosse surprise, moi, en ce moment, dans ce contexte, c'est le Bitcoin, qui a surperformé la semaine dernière, qui allait chercher un nouveau plus haut historique. Et côté réserve de valeur, peut-être, tout simplement. Ça serait une première... Le Bitcoin, c'est un actif assez passionnant parce qu'il est émergent, il est assez nouveau. Pendant longtemps, on s'est dit qu'il était décorrélé des marchés. Puis, depuis quelques temps, on s'était dit qu'il était corrélé à la tech américaine. Si là, le Bitcoin commence à monter quand la volatilité remonte, c'est nouveau. C'est un nouveau comportement pour cet actif. Alors, donc ça va être intéressant à surveiller dans les jours qui viennent. Il y a autre chose qui est nouveau quand même, c'est que quand Donald Trump souffle le chaud, essaie d'apaiser les choses, on voit une forte réaction sur le marché obligataire. C'est-à-dire qu'on a des taux américains qui ont tendance à bien se détendre. Là, c'est pas trop le cas. On reste au-delà de la cote d'alerte des 4,5%. C'est pour une fois, alors c'est passionnant parce qu'il y a des tas de mécanismes de marché à court terme qui marchaient jusque-là ces dernières semaines, qui s'inversent ou qui ne fonctionnent plus. Quel est votre avis là-dessus, Gustave Sanden ? C'est un peu les taux dont parlait Mathias tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement cette dépréciation de l'appréciation de la dette américaine par les agences de notation, Moody's c'est une première depuis 1919. Donc, ce n'est pas tous les matins que la dette américaine se fait dégrader sur les marchés. C'est clair. Il y avait eu des précédents d'autres agences de notation plutôt au début 2010. En tout cas, ce type de dégradation, ce n'est pas non plus commun. Et donc, a fortiori, il y a une dégradation des conditions de marché également pour la dette américaine, ce qui, effectivement, met la pression. Et ça, c'est assez intéressant. Vous avez soulevé qu'on était autour des 4,5, je crois, pour le 10 ans. On a dépassé les 5 sur le 30 ans. Sur le 20 ans aussi, d'ailleurs. Exactement. On est coincé. Donc, on voit effectivement un changement de régime qui n'est pas forcément l'objectif souhaité, parce qu'encore une fois, je pense qu'une grosse partie de la stratégie et de la politique actuelle de Donald Trump, c'est au contraire d'alléger la charge de sa dette, y compris donc en dévaluant sa monnaie, en faisant pression sur les taux. Et là, pour le coup, l'objectif n'est pas rempli. Donc, effectivement, d'autres stratégies, et notamment les stratégies de négociation douanière, qui est quand même le fil rouge de cette année 2025, avec tout un tas de raisons.
Je dirais peut-être une raison supplémentaire, c'est également quand même l'errance de la gouvernance européenne. D'ailleurs, Scott Bessent, qui est quand même souvent un peu plus apaisé que son patron, a lui-même dit, je cite, « J'espère que ça mettra le feu aux poudres ». Donc on voit quand même qu'il y a une volonté d'accélérer les négociations et pas que peut-être un effet de posture. C'est ce que vous retenez aussi, c'est que l'Europe pourrait être, alors au judo on dit pénalisée pour manque de compétitivité, enfin gelant. Ça existe au golf aussi, pénalité pour gelant, effectivement. Il y a une forme de lassitude, je pense, du gouvernement américain sur le temps de décision européen, tout simplement parce qu'on a du mal à trouver un vrai porte-parole pour l'Europe. Donc là, en l'occurrence, Ursula von der Leyen a joué son rôle apparemment ce week-end, ça a fonctionné. Mais très souvent, on le sait, l'Europe a une gouvernance qui est assez floue, ce qui contraste avec effectivement la rapidité souhaitée, ou en tout cas affichée par le gouvernement américain. Et est-ce que finalement, on n'essaie pas de jouer un petit peu le même jeu que la Chine, c'est-à-dire le regarder s'agiter, comme ça, tranquillement, sortir quelques phrases du genre « c'est inacceptable », etc. et tout, puis vraiment pas bouger et le laisser faire et revenir sur ses bêtises en attendant d'avoir quelque chose d'à peu près acceptable où là on pourra négocier. Mathias. Il est certain que la négociation devra se faire au meilleur moment possible pour nous. Mais je rejoins Gustave, les faiblesses de la gouvernance européenne sont réelles. Donc peut-être qu'on l'habille sous un habit de stratégie intelligente, de rester calme, de ne pas réagir trop vite pour ne pas mettre le feu aux poudres. Et néanmoins, il y a un moment donné, il va bien falloir qu'on réponde. Et au moment de répondre, l'espoir que j'ai moi, c'est que la nouvelle coalition allemande, en place depuis peu, pourra peut-être apporter un drive supplémentaire, je dirais, à l'Union européenne sur ces dossiers-là. Parce que pour l'instant, les faiblesses politiques allemandes et françaises n'ont pas permis aux deux grands pays moteurs un peu de l'Union européenne de s'aligner et d'avoir une position claire. Donc c'est vraiment l'immense difficulté. Je suis assez d'accord pour dire que à l'heure actuelle, Donald Trump n'est pas dans la meilleure des postures, parce qu'il n'est pas en train pour l'instant d'atteindre son objectif. Et que le prix du pétrole est remonté aussi. Ce qu'il essaye de faire est vraiment sur une ligne de crête très étroite. Et là, Moody's et la Fed vraiment l'ont pas aidé. Donc, avoir cette semaine les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Avoir cette semaine les minutes de la Fed aussi, et puis avoir les résultats de Nvidia surtout, qui va être un moment important pour le S&P, quoi. Alors cela dit, il y a un autre feu orange qui est en train de s'allumer quand même du côté des marchés financiers et qui fait un peu peur à tout le monde parce qu'il avait provoqué une grosse correction des marchés l'été dernier. C'est un mauvais souvenir. Ça reste le Japon. On a des taux à 30 ans qui sont au plus haut historique. Ils ont dépassé les 3% de mémoire, un petit peu. Et on a une forte appréciation évidemment du yen. Par effet rémunération. Et ça provoque traditionnellement des envies d'intervenir de la part de la Banque du Japon, suivant un schéma qui est assez établi. Mathias, est-ce que c'est pas le petit signe noir, l'œuf du signe noir qui est en train d'éclore là en ce moment pour les marchés cet été? Mais quand ça a frappé une première fois, donc le fameux carry trade. Alors c'était un autre sujet à ce moment-là. Donc l'enjeu, c'est que à mon avis, ça ne peut pas être ça, le signe noir ou ce qui déclencherait une panique boursière plus importante, parce que c'est attendu, c'est-à-dire on le sait déjà. On sait déjà que ça risque de se passer. Donc, habituellement, dans ce type de situation, les investisseurs professionnels, les acteurs des marchés anticipent, et du coup, l'impact est moindre. Mais j'aurais pas tendance à penser que ça puisse être un événement catastrophique pour les marchés, en tout cas si la Banque du Japon venait à intervenir. Gustave, à votre avis, danger contenu plutôt c'est surtout plutôt la cause que la conséquence. Là, en l'occurrence, on l'anticipe, comme disait Mathias, cet été, on l'a constaté un peu a posteriori. D'ailleurs, on a beaucoup post-rationalisé ce qui s'était passé. Mais là, on voit qu'effectivement, ce qui a conduit au carry trade l'été dernier est en train de se reproduire. C'est les mêmes conditions de marché. Donc, effectivement, il est probable que les plus opportunistes en profitent. Maintenant, ce que ça dit pour l'économie mondiale, le Japon, c'est quand même un safe haven, c'est un endroit de protection des actifs. Et donc, quand il y a une dégradation au Japon, c'est quand même pas un super signal, même pour l'économie mondiale. Donc, plus d'un point de vue thermostat, je suis pas certain que ce soit effectivement le meilleur indicateur. Ouais, on n'a pas des taux d'intérêt d'un safe haven, là, pour le coup. Ça monte trop. En tout cas, pas d'un Japon sur 30 ans, Ouais, complètement. Tiens, on va parler crypto-monnaie. C'est un chiffre que vous avez retenu. 10 milliards de dollars d'actifs tokenisés qui vont basculer vers
Solana. On ne parle pas du Bitcoin, on ne parle pas d'Ether, on parle de Solana. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en termes de regard sur cette crypto de la part de la finance institutionnelle. On le rappelle, Solana et d'ailleurs Ripple, enfin l'XRP, étaient vraiment très couvés dès leur naissance, dès le début, par tout le segment financier qui voyait une forme de renouveau de l'infrastructure de paiement internationale. Et c'est peut-être en ça que c'est intéressant. Oui, tout à fait. Là, on parle même plus de blockchain, en fait, que de crypto. Voilà, c'est infrastructure. Exactement. Donc, en fait, on a R3, qui est un éditeur de blockchain américain, qui avait surtout développé Corda, qui était une blockchain fermée spécifiquement pour des institutions financières classiques, donc des grandes banques, c'est des consortiums de grandes banques qui sont ses clients, qui fait le pari, cette fois-ci, de déployer sa technologie, non pas sur une blockchain privée, mais sur une blockchain publique. Et la blockchain publique qu'ils choisissent, c'est pas Ethereum, c'est pas Ripple, et c'est un peu la surprise, parce que Ethereum devait être cette blockchain, disons, par défaut, et là, en l'occurrence, c'est Solana qu'ils choisissent, avec 4 institutions pour démarrer, dont HSBC, Bank of America, la Banque centrale d'Italie et je crois l'autorité monétaire de Singapour. Donc on n'est quand même pas sur des acteurs, on va dire, périphériques, on est vraiment sur une tentative ou une expérimentation déjà à l'échelle, donc 10 milliards d'actifs concernés et 4 institutions quand même de premier plan qui vont déployer tout ça. Donc le gros intérêt, si vous voulez, en dehors de la technologie qui est censée accélérer les transactions, qui est censée permettre à ces institutions d'avoir des gains de productivité énormes. Selon McKinsey, on parle de 50 à 80% de gains de productivité par rapport au mode de fonctionnement actuel. C'est aussi l'introduction du coup de ces actifs sur une blockchain publique qui est Solana, puisqu'il y a du coup cette perméabilité entre la blockchain privée ou ces actifs privés, parfois privés d'ailleurs et parfois publics, vers du coup l'écosystème Solana. Donc c'est une grosse nouvelle, je pense, pour l'industrie. Pour l'instant, je regardais hier, Solana n'a pas non plus surréagi, comme quoi soit cet actif a déjà des grosses certitudes sur lui-même, soit le marché ne l'a pas encore pricé. Oui, ou peut-être que le marché s'est penché aussi sur la problématique infrastructure, plus que sur la crypto elle-même, en spéculant à outrance. Mathias, vous avez un avis là-dessus ? Pour moi, il y a un vrai sujet Ether. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet Ethereum depuis longtemps. Alors moi, je suis pas chacun sait, je suis pas un crypto natif. Je viens de la finance traditionnelle. Mais quand on observe les choses avec un regard financier, il était assez clair que Ethereum était la blockchain sur laquelle les développements institutionnels allaient se faire et que Solana était la blockchain sur laquelle les meme coins et les projets un peu farfelus se déployaient. Et si ce narratif change, eh bien, on comprend mieux pourquoi Ethereum lague autant derrière Bitcoin depuis un certain temps maintenant, alors que jusqu'à il y a peut-être, je vais peut-être dire une bêtise, mais à peu près un an, je dirais, Ethereum et Bitcoin semblaient aller de concert. Les gens disaient assez naturellement d'ailleurs que les deux cryptos sur lesquels il était les plus raisonnable d'investir à long terme étaient Bitcoin et Ethereum. Et aujourd'hui, peut-être que Ethereum a fait des mauvais choix technologiques et d'organisation menant à ce résultat. À voir si Ethereum réussit à aller chercher des gros projets, parce que, in fine, l'enjeu des cryptos actuellement, je mets Bitcoin de côté, mais l'enjeu des autres cryptos, ça reste quand même toujours de voir à quel moment il y a du business qui va se faire grâce à elle, au-delà de la spéculation. Et ça, je trouve que c'est un marqueur très intéressant pour Solana. C'est peut-être pas un très gros business pour Solana, cette vague de 10 milliards de tokenisation, mais c'est un indicateur intéressant. Si j'ai bonne mémoire, les meme coins de Donald Trump et de la First Lady étaient sur la blockchain Ether. Solana. C'était sur Solana. Ouais, donc là, il y a... Coup double. Voilà, coup double. Les deux champs les plus larges, on va dire. Mais avec les institutionnels, il y a aussi peut-être un gage de crédibilité retrouvé qui explique... Et juste un petit point complémentaire, il y a la fondation Solana qui a investi dans R3 par la même occasion. Donc on voit aussi que des deux côtés, il y a une volonté, je pense aussi, de Solana, du coup, de sortir peut-être justement de ce type de coin vers l'institutionnalisation. Donc il y a une réciprocité. En tout cas, les efforts capitalistiques sont partagés ici. Il y a un sujet dont il fallait qu'on parle, qui peut paraître un petit peu anecdotique ou à la marge, mais non, c'est OnlyFans qui se met en vente. On a une valorisation de 8 milliards de dollars. Wow. Et j'ai cru lire sur Twitter, pardonnez si je me trompe, qu'on est face sans doute à un cas d'école en termes de rentabilité des capitaux propres.
C'est-à-dire que globalement, il y a rarement eu une société plus profitable. Pour l'instant, c'est une société privée, hein, c'est le cas de le dire, elle n'est pas cotée en bourse, mais il y a un sujet là. Ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est une société du coup qui a une valorisation de 8 milliards de dollars, mais il y a 275 salariés. Donc pour m'amuser, je suis allé regarder pour comparer avec les entreprises les plus rentables du CAC 40 et du S&P 500. C'est donc 12 fois plus rentable que la plus rentable du CAC 40 qui est Hermès. Et c'est 4 fois plus rentable que Apple qui est la plus rentable du S&P 500. On parle de 2,4 millions de bénéfices par salarié sur la base des chiffres 2023 qui ont été communiqués. Donc on n'a pas les chiffres 2024. Donc c'est effectivement stratosphérique. C'est monstrueux. Parmi les chiffres les plus hallucinants aussi, c'est son propriétaire principal qui n'est pas son fondateur, qui est un homme d'affaires russo-ukrainien dont je perds le nom, Radvinsky, voilà. Lui s'est versé en dividendes 472 millions de dollars en dividendes en 2023. Donc on est vraiment sur en fait une démonstration notable de ce que c'est que la scalabilité d'un business. Alors après, on peut toujours contester, commenter la moralité de ce dernier. Je crois que 90% de ses revenus sont sur des types de création de contenu qui sont dites adultes, mais il y a quand même 10% qui sont, et d'ailleurs c'était l'intention de départ, hein, qui sont plutôt sur des contenus classiques. Mais en termes de rentabilité, de démonstration de ce qu'on peut faire en passant en mode plateforme, c'est quand même hallucinant. On verra si effectivement l'acquisition se fait, mais les acquéreurs pressentis aussi, et là je trouve que ça dit quelque chose aussi du marché actuellement, sont plutôt un fonds traditionnel de médias. Et donc on voit qu'après avoir réintroduit l'armement comme une thématique d'investissement, ces derniers mois, là on a une autre catégorie d'investissement qui n'était pas forcément ultra plébiscitée par les grands investisseurs ces dernières années, qui semblent en fait avoir les faveurs d'investisseurs plutôt classiques, hors champ de cette industrie qui généralement est très endogène. Mathias, ça vous dit quelque chose, ça OnlyFans, la valorisation, le changement de propriétaire Ça dit indiscutablement quelque chose du caractère extrême de notre époque. La capacité à créer de la valeur sur base d'une communauté, sur base d'un rapport de pouvoir horizontal, sur base des réseaux sociaux, beaucoup aussi, a explosé. Et donc, ça crée des gains de productivité considérables. L'entreprise dans laquelle je travaille n'a peut-être pas les chiffres encore d'OnlyFans, mais néanmoins des chiffres très élevés en termes de revenus par employé, ce qui est lié, entre autres, à la scalabilité de notre technologie, mais aussi à notre approche communautaire. Donc, les communautés, l'horizontalisation des rapports de pouvoir et des modes de communication, ça, c'est un premier enseignement énorme. Ensuite, le fait que les contenus pour adultes soient massifs, je pense que chacun le sait. Est-ce que c'est bon pour la société ? Bon courage pour les sociologues qui répondront. Il est assez clair en revanche que pour les jeunes, c'est pas génial. Donc, protéger les jeunes de ce type de plateforme, ça semble un enjeu important. Et enfin, côté business, je dirais qu'il faut faire attention quand même à ce type d'entreprise qui va très très vite et dont le modèle dépend entre autres du fait d'être autorisé. Donc voilà, je dis juste que attention aux coups de bambou réglementaires sur ce type de business. La valorisation paraît étonnante, mais en termes de multiples, il y a quand même une décote associée effectivement à la nature du business. Des performances pareilles, elles devraient être valorisées encore plus que ça, effectivement. C'est sûr. Mais c'est une activité qui est par essence très risquée, parce que très dépendante du règlement. Et ce qui est très curieux, Gustave, enfin je ne sais pas si vous avez les mêmes échos que moi, mais quand on regarde un petit peu la presse financière sur OnlyFans, etc., on pourrait dire, ouh là là, société à la réputation sulfureuse, effectivement, business model risqué, voilà, avec tout ce que ça peut entraîner comme effets collatéraux. Maintenant, c'est pas une entreprise qui a si mauvaise presse que ça, au contraire. Hein. On a même d'autres entrepreneurs qui regardent plutôt le fondateur avec respect en disant non, il a vraiment créé un truc. En passant vraiment de côté le côté fille à poil. Permettez-moi d'utiliser l'expression. Typiquement, pour répondre à ce que disait Mathias sur la prévention des jeunes, c'est des plateformes qui sont payantes. Donc déjà, c'est une grosse protection par rapport à d'autres plateformes qui sont 100% gratuites. La barrière d'entrée, elle est là. Le contenu, l'accès au contenu est illimité, incontrôlé. Donc, par ailleurs, ça rémunère directement ceux qui créent le contenu. Là encore, en termes d'exploitation des travailleurs associés à cette industrie, ça répond aussi à un certain nombre de critiques qui sont faites à ce secteur plus traditionnellement. Donc, en ce sens, je pense que effectivement, c'est un petit peu meilleure presse. Hein. Ça reste très sulfureux comme thématique que le secteur au sens large. Et d'ailleurs, on a un homologue français qui marche aussi très 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 bien,
s'appelle Mime, qui a des chiffres qui sont similaires et qui, de la même façon, essaye pour le coup aussi de diversifier ses créateurs de contenu, toujours dans le sens de ce que disait Mathias, c'est-à-dire en fait d'avoir la capacité à animer une communauté et aussi à la monétiser. Parce que en fait, autrefois, vous aviez un grand média qui vous choisissait et qui vous donnait en fait accès à sa communauté. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre propre communauté. Mathias en est un bon exemple. Et dans certains cas, la monétiser directement, donc dans tout un tas d'industries. Mathias, vous n'êtes pas dans cette industrie, je crois, mais en tout cas, Mime ou OnlyFans permettent de le faire à des DJ Snake, à des artistes, tout un tas d'horizons. Donc je pense que c'est cette diversification, en tout cas des contenus, plus la protection des créateurs et des consommateurs qui probablement les font être un sujet un peu plus discutable. Gustave Sanden de Colbert et Mathias Bacchino de Trade Republic, merci d'avoir été avec nous en direct pour décrypter cette riche actualité qui nous a mené à tous les sujets, évidemment.